Merci beaucoup Alina pour ce documentaire qui résume bien l'histoire sociale française sous le prisme de la négociation et du conflit qui manifestement alternent, se complètent et parfois se produisent ensemble. On a vu que l'histoire française donc, est une histoire où il y a aussi des lois. On a notamment évoqué les lois Auroux. Et d'ailleurs, nous avons le plaisir d'avoir l'auteur de ces lois dans cette salle, donc nous le saluons. Ces 10 dernières années aussi ont été particulièrement riches en lois. C'est peut-être le paradoxe. On a eu des conflits, mais aussi, on a aussi eu beaucoup d'outils juridiques qui ont sans doute assez profondément modifié les règles de la négociation. Il y en a eu 5 en 10 ans. On pourrait dire une tous les 2 ans. La loi du 4 mai qu'on a sans doute tendance à oublier, et qui ouvre la porte aux enjeux de représentativité dans les signatures d'accords avec le droit d'opposition. La loi du 31 janvier 2007, la loi Larcher, qui est plus connue, puisqu'elle dit que le gouvernement doit consulter, voire saisir les partenaires sociaux sur les sujets de droit du travail pour leur demander s'ils souhaitent ou pas négocier. La loi du 20 août 2008, qui occupe beaucoup, je pense, encore aujourd'hui, et représentants patronaux et représentants syndicaux, parce qu'elle modifie profondément les règles de la négociation collective. Ceux qui d'entre vous en sont les acteurs la pratiquent au quotidien. Ça veut dire qu'elle donne à la fois des règles de représentativité pour signer des accords. Alors ce qu'on appelle majoritaire, c'est 30%, mais c'est tout de même un sacré bouleversement. Et puis aussi des règles de représentativité pour négocier. Et puis la toute dernière, la toute neuve, dont on attend un petit peu de voir ce qu'elle va donner, qui a 2 points forts. Le renforcement de... non, pardon, j'en ai zappé une, celle sur la fonction publique. Il ne faut pas l'oublier, qui, elle aussi, introduit des critères à la fois de négociation, mais aussi de représentativité dans la fonction publique. C'est une nouveauté. Et enfin, j'étais trop pressée, la toute dernière, du 5 mars 2014. Alors, elle est doublement intéressante parce qu'on avait attaqué la représentativité syndicale, on s'attaque à la représentativité patronale. Et puis, second point, l'enjeu du financement. Ça, c'est le cadre juridique. Maintenant, Gilles de Robien, ancien ministre, délégué du gouvernement français au conseil d'administration du BIT, vous allez jouer le rôle de poil à gratter. Vous allez un peu nous dire qu'est-ce qu'il en est des idées reçues sur la place du dialogue social, la place des partenaires sociaux, leur rôle en France. Donc moi, je vais vous asséner des affirmations, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Première affirmation, le syndicalisme à la française, arc-bouté sur la défense des avantages acquis. Ah, c'est un beau cliché. Si c'est alors le poil à gratter, moi, est-ce que vous voulez que je gratte ou est-ce que vous voulez que je défende cette idée-là? Non. D'abord, bonjour à tous. C'est vrai qu'il y a un décalage énorme entre l'image et la réalité. C'est ça que je voudrais essayer de démontrer rapidement. Il y a des choses qui sont vraies et puis il y a des choses qu'il faut vraiment combattre au niveau de l'image. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on part d'une histoire et on en a vu une grande partie magnifique. J'en ai vu d'ailleurs vendredi, comme certains d'entre vous aussi, à la cérémonie pour Marc Blondel, où on retraçait aussi tout un parcours syndical extraordinaire, où on voit très bien que la tradition révolutionnaire, que la notion d'avantage acquis, tout ça est très très fort dans notre culture, mais en même temps, il faut analyser les choses sur le long terme. C'est-à-dire que les prises de position systématiquement contestataires ont tendance plutôt à s'estomper, même si ici ou là, ou sur certains sites industriels, je ne peux pas ne pas penser à Goudière dans ma ville presque natale, ont abouti à ce que vous savez. Mais aujourd'hui, je crois qu'on peut dire d'abord que le clivage entre les syndicats réformistes et contestataires tend à s'estomper. Sur le terrain, il y a des représentants syndicaux qui font preuve d'un réalisme extraordinaire, qui ont aussi le devoir de faire de la pédagogie par rapport à envers leurs adhérents, et qui concluent des accords qui sont même quelquefois contraires à la consigne de leur centrale. Donc, vous voyez la liberté, les espaces de liberté aussi, qui sans loi s'ouvrent. Quand on regarde un peu tout ça, je voudrais dire que Guy Groux, qui est directeur de la recherche au CEVIPOF, il rappelle que toutes les grandes organisations syndicales françaises adhèrent
aux grands organismes internationaux. Voilà, donc il ne peut pas y avoir un îlot comme ça de révolutionnaires et de ringards que serait la France. La CSI, par exemple, la Confédération des syndicats internationaux, que je connais bien puisque je la pratique beaucoup à Genève, c'est une grande confédération. Je sais sa sensibilité, on pourrait peut-être dire social-démocrate, mais certainement pas révolutionnaire, certainement pas ringarde, certainement pas passéiste, certainement pas arc-boutée, en tout cas sur des avantages acquis. Au sein du premier syndicat de France, on voit bien que se dessinent depuis des années des tendances réformistes et que c'est une pluralité qui engendre parfois des tensions. On voit également, et ça c'est important, que ces dernières années, le taux de propension des organisations représentatives présentes dans une entreprise à signer des accords est égal ou supérieur à 85%. Et je pense que derrière moi, il doit y avoir un slide qui s'affiche pour vous apporter cette preuve-là en conclusion sur cette première question, poil à gratter. Moi, je voudrais très simplement, le dialogue et la contractualisation en France progressent à grands pas. Bon alors, les relations sociales en France sont trop conflictuelles pour déboucher sur des accords. Oui, ça peut paraître comme ça, parce que le focus médiatique montre les images les plus, quelquefois violentes d'ailleurs. Mais je crois qu'il ne faut pas s'arrêter à cela. Ce qui est vrai, c'est que les grèves ont beaucoup diminué depuis les années 70. Toutefois, il y a eu des grands conflits médiatiques. Chacun pense à la France qui marchait à pied en 1995, au grand mouvement de 2006 contre le CPE, bien entendu. Que les Français, ce qui est vrai, c'est que les Français s'interrogent aussi sur les grèves qui leur apparaissent et qu'ils dénomment comme des grèves préventives. On a vu que sur le pacte de progrès, par exemple, avant même négociation, il y avait des manifestations pour en dénoncer d'éventuelles dérives. Mais en même temps, la réalité, c'est aussi, il faut le dire, que le nombre de jours de travail perdus pour 1000 salariés en raison de la grève ne place pas bien la France. En Europe, elle est la France est le second pays au niveau du nombre de jours perdus par la grève. Le premier étant le Danemark. Hein. On ne pensait pas que c'était un pays du Nord, on a regardé ça de près. Mais en même temps, la réalité, c'est que les acteurs à tous les niveaux négocient avec, la plupart du temps, beaucoup de succès. Sur le terrain, le nombre d'accords annuels dans les branches et dans les entreprises témoigne vraiment d'une grande vivacité de cette négociation, et beaucoup plus en situation, comme on l'a dit dans le film de Lina, en situation de construction qu'en situation de destruction. Et je pense que là encore, vous avez le nombre d'accords signés, qui vous apparaît sous les yeux. Et les exemples d'accords qui illustrent la vitalité du dialogue social, la loi du 21 août 2007, le dispositif d'accord de maintien de l'emploi a été un terreau fertile. Mais en même temps, il y a un sondage d'Opinionway qui montre que les Français ne connaissent pas assez le monde syndical, l'offre syndicale, l'utilité des syndicats, et que là, il y a certainement un gap, un vide à combler. 70% ne connaissent pas, 70% seulement disent que les syndicats peuvent servir aux conditions de travail. 45% savent que les syndicats s'occupent de formation professionnelle. Ça paraît peu, alors que, évidemment, tous ceux qui sont les acteurs ont le sentiment de s'en occuper plus qu'à plein temps. Et puis, nos concitoyens portent un regard très critique sur les relations actuelles entre les syndicats et les employeurs. À leurs yeux, celles-ci constituent un frein en matière de croissance et de performance économique. Tout à l'heure, il y a un patron qui qui parlait de la rentabilité du dialogue social. Quelle audace! Mais c'est probablement la vérité. Ça veut dire que les Français, dans ce sondage-là, nous disent s'il y avait un meilleur dialogue social, eh bien, la croissance en profiterait. Le pouvoir d'achat en profiterait, les conditions de travail, bien sûr. Et les Français, quand on les interroge, ils trouvent que la France n'est pas très bien placée pour la qualité du dialogue social. Ils placent évidemment l'Allemagne, 40% estiment que c'est l'Allemagne qui arrive en premier, 25% je crois que c'est les pays nordiques ou la Suède, et la France simplement 5%. Donc on a du progrès à faire, mais il ne faut pas, je crois que c'est ma conclusion de ce point-là au moins, il ne faut pas que l'arbre des grands conflits médiatiques cache la forêt de la multiplicité des accords qui se passent jour après jour dans les entreprises. Autre idée reçue, il n'y a pas de négociation dans les TPE. Ah oui, ça, les TPE sont les grandes oubliées. C'est quelquefois le sentiment qu'on peut avoir. Effectivement, elles ont été longtemps confrontées à un problème on va dire, de masse critique, de représentativité, mais elles se sont structurées par les organisations professionnelles.
l'UNAPL par exemple, au niveau d'un territoire, l'UPA. Et l'analyse qu'on peut faire, c'est qu'il y a eu l'accord du 12 décembre 2001 entre l'UPA, l'Union professionnelle des artisans, donc qui rassemble les employeurs et 5 organisations syndicales représentatives. 820 000 entreprises artisanales comptent en moyenne 4 salariés, c'est pas facile, mais l'accord, par exemple, de 2010 de l'UNAPL, ce sont les professions libérales, comme chacun sait, sur la qualité des emplois suivi d'un accord en 2012, organise le financement du paritarisme et développe le dialogue social. Donc on verra tout à l'heure d'ailleurs que la loi de 2008 a permis en grand nombre aux salariés des TPE de s'exprimer quand on leur a donné la parole. On verra tout à l'heure, je crois que c'est plus de 10% par au vote, alors que la moyenne française est un petit peu en dessous. Quatrième idée reçue, les syndicats ne représentent qu'eux-mêmes. Oui, j'ai même entendu pire. Et il n'y a pas très longtemps à la télévision, dans une grande émission très écoutée, très sérieuse. Les syndicats ne représentent personne et ne servent à rien. Là, ça a été asséné avec toute la nuance que vous pouvez imaginer. Alors, tout dépend de quoi on parle. Si on parle du taux de syndicalisation, du taux de participation aux élections professionnelles ou du poids réel. Évidemment, moi, je suis plutôt partisan de voir le poids réel. Alors, ce qui est vrai, c'est que le premier taux, le taux de syndicalisation est faible, on ne va pas se le cacher. Il est faible en France, il est faible ailleurs, mais il est peut-être encore plus faible en France. Le second, la participation au vote, il est plus élevé. Et souvent, on répond, regardez, la politique, c'est la même chose. Pardonnez-moi, mais je vous dirais que la politique, ce n'est pas forcément un modèle non plus. Alors, par ailleurs, ce que je voudrais surtout dire, après avoir dit la vérité des chiffres, c'est que la représentativité des syndicats, ce n'est pas une question de chiffres. Pour les salariés, c'est une histoire de confiance, c'est une histoire de solidarité. Ils savent, et les syndicats disent, c'est si vous avez besoin de nous, on est là. Et d'une certaine façon, les salariés savent que les syndicats sont là. Et donc, il ne faut pas s'arrêter au quantitatif. Les syndicats disent qu'ils sont au service de tous. On a même vu, alors c'est un peu paradoxal, des gens dont on dit qu'ils gagnent beaucoup, les traders, ou qui gagnaient beaucoup, je ne sais pas combien où ils en sont aujourd'hui, faire appel à un grand syndicat, je crois, sans le nommer, c'est la CGT, dans une grande banque au moment où ils étaient en difficulté, les traders. Ça veut dire qu'on sait qu'ils sont là, on peut faire appel à eux. Donc, ne représentent qu'eux-mêmes, c'est faux, et quand on a besoin, on sait où les trouver. Alors, le taux de syndicalisation, on sait qu'il est moins de 8% aujourd'hui, ce n'est pas très élevé. Quelles sont les causes ? Les causes, probablement, c'est la grande tertiarisation, bien sûr, de l'économie. Les causes, c'est la précarisation de l'emploi. Quand on est à un emploi précaire, je ne suis pas sûr qu'on court pour s'inscrire à un syndicat ou, encore moins, qu'on fasse un parcours syndical. C'est évidemment la montée du chômage. Et donc, aujourd'hui, c'est vrai que... un exemple, à Amiens, 2 fois cité, il y avait des emplois précaires, des CES, des CEC, on essayait d'intégrer. Eh bien, dès qu'il y avait titularisation, eh bien, on voyait les personnes titularisées adhérer au syndicat. Et donc, il y avait d'ailleurs des syndicats très attentifs à la date de titularisation pour aller solliciter les uns et les autres. C'est leur boulot. Il n'y a pas non plus à s'en préoccuper. Le taux de participation aux élections professionnelles est de 60%. Et quand j'ai parlé tout à l'heure des TPE, c'est vrai que la loi du 20 août 2008 répond à leur attente. Et fin 2012, une première, eh bien, résultat, 478 866 salariés des TPE ou employés à domicile ont voté, ce qui représente 10,38 des salariés électeurs. C'est pas mal. Et depuis cette loi de 2008 dans le secteur privé et celle de juillet 2010 dans la fonction publique, les résultats fixent la représentativité, ça se passe bien. Ce que les Français parfois ignorent, c'est syndiqués ou non, qu'ils votent ou pas aux élections professionnelles, ils vont tous tirer profit d'un accord qui est passé dans une entreprise, alors que dans certains autres pays, eh bien, seuls les adhérents à un syndicat bénéficient de l'accord passé par le dit syndicat. Alors, à un moment, ça se retourne un peu évidemment, contre les adhésions en France, puisqu'on n'a pas besoin, pour profiter, entre guillemets, on n'a pas besoin d'adhérer. Je voudrais quand même dire un mot, j'ai encore une seconde, sur la représentativité patronale, parce que là encore, on critique souvent la représentativité syndicale, elle est faible, etc. Mais quid de la représentativité patronale ? Enfin, il y a eu une loi, le 5 mars 2014, relative à la formation professionnelle de l'emploi et de la démocratie sociale. Celles-ci devront respecter les critères, les entreprises, qui figurent dans la loi de 2008.
Et la représentativité va se fonder sur la base de l'élection, mais sur le nombre d'entreprises adhérentes, évidemment avec des critères. Et donc en conclusion, la représentativité réelle est en progrès, la démocratie sociale avance avec des règles aujourd'hui de plus en plus claires. Reste la question non résolue de la mobilisation des acteurs eux-mêmes, des salariés et des entreprises, pour être évidemment plus partie prenante et moins passif dans le dialogue social. Comment mieux participer? Et l'État dans tout ça? Alors rapidement, en France, on a un État centralisateur, la loi est souveraine et elle laisse peu de place à la négociation. Oui, on est un État centralisateur et jacobin qui a essayé, qui a un peu réussi la décentralisation, mais qui ne l'a jamais acceptée en réalité. Donc il y a vraiment un paradoxe entre cet État jacobin et des lois successives de décentralisation pour des collectivités. Alors ce qui est vrai, c'est qu'il y a un long processus d'autonomisation de la négociation collective qui a été engagé depuis 1982 par les législateurs, et on va rappeler une fois encore à tout seigneur, tout honneur, et à César Auroux, le mérite des lois Auroux de 1982. Là-dessus, je crois que c'est unanime. Il y a eu d'autres lois incitatives, les lois de Lebar ou les lois de 1996 sur l'aménagement du temps de travail. Il y a eu la loi négociée, comme dans les pays d'Europe du Nord, sur les accords interprofessionnels, comme les lois Aubry de 90 et 2000, la loi Seguin de 87, la loi du 31 janvier 2007 sur la modernisation. La position commune qui aboutit à la loi de 2008, c'est quand même formidable, que ce soit les syndicats sur OUP, même s'il y a un syndicat qui n'a pas été signataire, eh bien, on est parti d'un texte commun signé employeurs et salariés. 2 sur 5 l'ont signé. Hein. Oui, mais enfin, majoritaire, hein, on va dire ça comme ça. Mais oui, mais enfin, il faut aussi accepter les règles de la démocratie. Et puis c'est quand même formidable d'avoir un accord comme celui-là qui aboutit à un texte de loi. C'est le respect du dialogue syndical et le respect aussi du législateur. En conclusion, quand on transfère des compétences, quand on donne des espaces de liberté, ben, je crois que tout simplement les acteurs les utilisent. Alors, je vous aurais bien interrogé sur le monde syndical et les enjeux économiques ne font pas bon ménage, mais dans les débats, on va répondre à ces questions avec les exemples d'entreprises. Donc, maintenant, la question suivante, une fois qu'on a démonté les idées reçues, c'est où est-ce qu'on va? Quels sont les leviers? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il y a des pistes d'évolution encore à avoir? D'abord, il y a des marges de progrès considérables. Parce que quand on regarde le classement, alors ça n'est qu'un classement parmi d'autres, bien sûr, qui a été fait pour le forum de Davos, eh bien, on s'aperçoit que dans le dialogue social, la France se classe mal, 135e sur 148 pour la qualité des relations entre les employeurs et les travailleurs. Mais en dépit de, ce mauvais classement, on va dire, hein, et ce n'est pas un classement qui fait quand même force de loi, les Français ont quand même l'image de relations sociales difficiles, mais les Français, quand on regarde et quand on les interroge, ils croient à la puissance d'un dialogue social de meilleure qualité et ils attendent du dialogue social énormément de progrès pour notre société. Et ils attendent du dialogue social qu'il joue même un rôle de levier économique. Ils ignorent pour la plupart d'entre eux exactement que le dialogue social est même un indicateur international de mesure de la performance économique du pays, alors que c'est pris partout comme un indicateur international. Ils ont conscience des bénéfices qu'on peut attendre d'un dialogue social de qualité, la rentabilité du dialogue social dont parlait le patron tout à l'heure. Il faut mieux écouter la parole des Français. Il faut mieux apprendre à concilier l'économie et le social. Je pense que les réponses des Français mettent quelque part les acteurs du dialogue social, employeurs et travailleurs, au pied du mur. Et ils nous donnent 5 pistes, les Français, qu'il faut vraiment creuser. La première piste est promouvoir la connaissance de notre histoire locale. Le petit film de l'INA y participe bien. Et pourquoi ne pas le projeter dans les écoles? Je pense que ça participerait de la culture française aussi. Deuxièmement, il faut développer l'expertise de tous les acteurs des relations sociales et valoriser leur rôle. Je crois que c'est important. Les Français disent très clairement « Ah, si les managers apprenaient un peu plus comment on peut parler avec nous, comment on peut dialoguer avec nous, il y a des techniques pour cela. » Et les grandes écoles françaises, est-ce qu'elles ont des modules pour apprendre à dialoguer, pour que les futurs DRH, qui sont tous extrêmement compétents, mettent une possibilité supplémentaire d'apprendre comment on dialogue, mais en même temps, ils disent aussi que les représentants et les syndicats doivent peut-être connaître encore mieux les données économiques. Les compétences économiques pourraient être améliorées. Mais ça, c'est une faiblesse un petit peu, c'est l'ancien ministre
l'éducation nationale qui vous le dit. Je pense que la connaissance économique, l'apprentissage de l'économie est insuffisant dans notre pays. Il faut encourager la reconnaissance du rôle des représentants syndicaux par les chefs d'entreprise. C'est Jean-François Roubaud, CGPME, président, qui disait il y a 2 mois, il faut aussi réhabiliter l'image des représentants syndicaux qui ne sont pas là pour casser l'entreprise. Fermez les guillemets. Il faut poursuivre les progrès dans l'articulation entre les négociations conduites par les partenaires sociaux et les projets ou les propositions de loi. Et là, c'est très clair, et c'est vraiment dans le bon sens, puisque je vous ai parlé tout à l'heure de la signature de ce texte en commun qui avait abouti à une loi. Et puis, il faut renforcer le syndicalisme, je n'ai pas peur de le dire, accroître son attractivité, promouvoir l'engagement militant des citoyens. Si les Français, on le voit, se disent conscients du rôle que devraient pouvoir jouer les syndicats, ils attendent plus de réalisme dans les négociations, 43%. Une meilleure écoute des salariés et de leurs attentes, 39%. Et la possibilité d'un engagement ponctuel sur une action précise, 29%. Alors je conclus, parce que je vous sens un petit peu impatiente, vous avez raison. À ceux qui pensent que le dialogue social ne sert à rien, que les syndicats ne représentent rien, voire des dangers pour certains, je dirais tout simplement qu'il y a bien pire. C'est l'absence d'interlocuteur. Merci beaucoup, Monsieur de Robien.